regarder et donner un peu une vision précise du type d'altcoin en fonction de leur protocole. Dernière tendance pardon, en matière de futurs des altcoins. Également, on abordera le trading d'altcoin. Et puis, les initiatives communautaires, ainsi que la liquidité des altcoins, c'est-à-dire à travers l'analyse un peu des marchés de capitalisation et de révolution, de nombre de marchands qui acceptent des altcoins, les ATM. Et c'est à peu près tout. Alors, nous avons avec nous une brochette d'experts. Je vais peut-être commencer par la voie du Bitcoin, ça sonne bien. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les types d'altcoins, ce que vous en pensez, et sur lesquels peut-être vous avez déjà investi? Votre permission, c'est pas ce que je vais faire. Je vais commencer par me présenter moi. Donc, j'ai une double vie, une vie d'historien et une vie d'homme d'affaires par aventure successive. Et en fait, ce qui m'attire ici, c'est plutôt ma vie d'historien, parce que pour moi, quand j'ai découvert le Bitcoin, j'ai pas du tout le sentiment que c'était quelque chose qui avait déjà existé. J'ai pas dit des choses comme la première monnaie virtuelle, c'est le billet de banque, etc. J'ai bien vu que c'était entièrement différent, mais je me suis dit, l'être humain, lui, il n'est pas entièrement différent. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont existé dans le passé, qui continueront d'exister. Donc sur mon blog, j'ai fait remarquer par exemple le moment où certaines maisons de passe suisses acceptaient le Bitcoin, qui avait toujours eu un emploi de monnaie particulière pour la maison de passe depuis mon pays. Donc c'est plutôt dans cette démarche que je me suis placé. Et quand on va parler des altcoins, c'est ainsi que j'ai réagi en disant, dans l'histoire, comment est-ce que des monnaies, alors qu'on peut dire complémentaires ou des copies, je ne sais pas, mais on va peut-être faire tourner le micro d'abord, comment elles se sont situées, à quoi elles ont servi ou à quoi elles n'ont pas servi. D'accord, merci. Les alternatives coin. Le coin-coin. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Adli. Je suis... j'ai créé il y a 5 mois un site dédié aux monnaies numériques francophones, parce que le contenu francophone est un peu léger sur tout ce qui est digital currencies. Et donc j'essaie que ce soit le plus contributif possible, de manière à ce qu'il y ait des intervenants variés, que ce soit plus des articles de fond que des brèves de l'actualité. Et sinon, je suis étudiant en lettres classiques, donc ça n'a aucun rapport avec le Bitcoin, et j'ai toujours été assez technophile, c'est pour ça que forcément je m'y intéresse. Et d'un autre côté, je vends souvent des bitcoins, ce qui me fait un petit complément. Bon, altcoin trader. À sa gauche, c'est un plaisir d'avoir Mathieu Rioux avec nous, Blockcypher. Oui, donc moi je suis le cofondateur de Blockcypher. On a une société de plateformes, Bitcoin, Litecoin, bientôt Dogecoin, Eurocoin. On a aussi notre propre blockchain pour aider les sociétés cryptocurrency de développer leur application plus facilement. On a tout un tas de services, web services API pour des trucs simples comme regarder une adresse ou faire des paiements, ce genre de choses. Donc tout ça marche quelle que soit la coin que vous voulez utiliser, que ce soit regarder une adresse en Doge ou regarder une adresse en Byte ou ce que vous voulez. Pour nous, on se base plutôt sur une approche technologie, et donc l'intérêt des altcoins, c'est un peu ce terrain d'expérimentation, et regarder un peu ce qui marche, regarder un peu ce qui ne marche pas. Ça va peut-être sembler un peu surprenant, mais mon opinion un peu sur l'évolution de Bitcoin, c'est qu'il y a peut-être eu trop de valeur trop tôt. Et maintenant, c'est devenu relativement difficile d'innover sur Bitcoin. Et donc, les altcoins sont vraiment intéressantes pour ça. C'est un peu un terrain de jeu, voir un peu ce qui marche, voir un peu ce qui ne marche pas. Merge mining, les sidechains, les différents types de proof of work, des différents algorithmes de hashing, tout ce qui est proof of stake, proof of burn. Un tas de proof of que vous voulez. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse dans les altcoins, et voir un peu le futur de la technologie, des blockchains. Okay, merci. So I'm going to switch for English as we have Marco from Genesis Mining with us, which is a script miners manufacturer. That's correct. Thank you. Yeah, I apologize. My French is not that good, but I understand some words like a proof of stake, merge mining, and so on. So I think my French just improved a little bit.
My name is Marco Kohn. I'm the CFO of Genesis Mining. We are a cloud mining company with a special focus on Swift. But we are now also offering SHA, and going forward we will also offer accidental mining. We have a kind of easy-to-use web interface where you can allocate your hash rate to different coins. So you can say 20% Litecoin, 20% Dogecoin, and we also offer an integrated multipool service, which means the multipool automatically decides, given the current market conditions, prices and difficulty, which coin is the most profitable one, and then will automatically mine the most profitable coin, exchange it for Bitcoin, so you get your payouts Bitcoin. So all of this is integrated in one service, and as I said, we are also now offering SHA. At the moment it's pure Bitcoin mining, but soon we will offer 2 or 3 more coins also on the SHA side. Okay, thank you. So we have Gilles with us. Nous avons Gilles avec nous, pardon, de Zetacoin. Oui, alors voilà, je me présente Gilles Catignon. Alors moi à la base j'ai un profil plutôt IT, j'ai 12 ans d'expérience en tant que développeur, architecte de système d'information. Et aujourd'hui je viens en tant que membre de la communauté Zetacoin. Et donc mon parcours, j'ai découvert le Bitcoin un peu tard à mon goût, à la mi-2013. Et donc je m'y suis intéressé, ça m'a rapidement passionné. Et j'ai commencé par miner, et à l'époque où je suis arrivé, le seul moyen d'avoir un minage profitable, c'était de miner des altcoins. Donc ça m'a permis de découvrir toute une flopée d'altcoins. J'ai dû miner des centaines de monnaies différentes pour après les revendre sur les échanges. Et donc voilà, ça m'a amené après à une autre partie où j'ai fait pas mal de trading. Mais là, ça fait à peu près 6 mois que je suis à fond dans une communauté particulière et où je suis investi dans le développement. Et donc voilà, là, je me focus beaucoup plus sur la technologie, même si le Zetacoin n'est pas forcément très éloigné du Bitcoin, mais il y a quand même des différences assez fondamentales sur la philosophie notamment. Et donc voilà. Ok, merci. Alors peut-être Zetacoin, tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter la différenciation de la coin? Alors le Zetacoin, en fait, c'est un clone du Bitcoin avec 99% de features qui sont identiques, sauf qu'il y a 2 différences principales. C'est le cap, c'est-à-dire le nombre de coins issus. On est à 160 millions sur le Zetacoin, avec une différence aussi très notable, c'est que tous les coins sont minés dès la première année. Donc aujourd'hui, le Zetacoin a 1 an et 3 mois, donc tous les coins sont minés, et on a aussi une différence sur le fait que le Zetacoin soit inflationniste. Chaque année, 1 million de plus de coins sont issus. Donc c'est une autre philosophie, je ne suis pas économiste, mais après on peut débattre de cette philosophie de l'émission annuelle de l'inflation par rapport à la déflation. Et aussi une autre différence fondamentale, c'est la rapidité des confirmations. On est sur du 20 fois plus rapide que le Bitcoin à peu près. Donc pour nous, enfin dans notre communauté, on pense que ce genre de fonctionnement sera peut-être plus adapté à l'économie réelle, des micro-paiements. Donc voilà les principales différences. D'accord, merci. Sachant que bon, théoriquement, l'aspect déflationniste du Bitcoin actuellement est on peut un peu le remettre en cause vu l'évolution du cours du Bitcoin. La première question que j'ai envie de vous poser en fait, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'innovation des altcoins? Quelles sont les innovations majeures à votre sens dans les altcoins? Ou est-ce qu'on est surtout sur les copycats comme vous l'évoquiez, la voie du Bitcoin? Alors, j'ai naturellement aucune compétence et même aucune opinion d'un point de vue technologique, même si j'écoute et que j'ai le sentiment que d'une certaine façon, c'est aussi ce que j'ai appelé par ailleurs des monnaies pour rire. C'est-à-dire qu'on change un peu, on dit, il y a même un certain laxisme dans ce que vous dites, pourquoi 160 millions, pourquoi pas 320 millions, ça aurait été plus drôle. Mais la question qui se pose d'un point de vue historique, c'est que finalement, il y a quelqu'un qui a inventé une monnaie, le roi. À partir de ce moment-là, il y a 2 copies de la monnaie du roi qui sont possibles. La première, on en a parlé ce matin avec Bernard Liether, c'est très intéressant, c'est les monnaies des seigneurs. D'abord parce que les seigneurs jouent à faire comme le roi, en se faisant un peu plaisir, et ensuite parce qu'ils rendent service à une communauté, parce que le roi
roi est loin. Alors on dit, dans telle communauté géographique, mais aujourd'hui ça peut être affinitaire, on va faire une monnaie d'un seigneur. Elle ne gênera pas beaucoup le roi parce qu'il est loin, et puis parce qu'il n'en circulera pas trop, ou localement. Et puis finalement c'est quand même de la monnaie, parce que le roi il met de l'argent, alors on va mettre de l'argent, et puis finalement on va mettre ma tête au lieu de celle du roi, et ça marche assez bien. C'était même assez vertueux, comme vous l'avez expliqué Bernard Liétard ce matin. L'autre, c'est la fausse monnaie. La fausse monnaie, je mets la tête du roi, par contre je mets un peu moins d'argent et un peu plus de plomb. Et là, il se pose la question de savoir est-ce qu'il y a lèse-majesté, normalement on est pendu, ou est-ce qu'il y a lèse-clientèle, ou les deux à la fois. Donc voilà, dans les altcoins, il y a certainement des choses dont je vais me dire, ça c'est la monnaie d'un seigneur local, d'une communauté, puis ça c'est de la fausse mornifle, parce que ça sent à plein l'idée du gars qui se dit qu'avec un peu plus de plomb, il aura un peu plus de bénéfices. Ok, bon, on ne sent pas particulièrement convaincu, il y a quand même des comme différenciation, l'Litecoin a son utilité, ne serait-ce que déjà pour diversifier, puis le protocole a quand même été amélioré, certes. Bon, en termes de, il y a les temps de confirmation, ce qui est intéressant peut-être sont les proof of stake. Non, après il y a quand même des... Enfin moi je pense que les altcoins ont un avenir, parce que bon, tout d'abord les sidechains posent quand même quelques problèmes, dont le fait de bloquer une certaine somme de bitcoin sur la blockchain. Et donc on peut penser que les sidechains vont plus avoir on va avoir une utilité dans le cadre de distribution court-termiste. C'est-à-dire par exemple pour un vote, pour un festival de musique, où il faut que toutes les pièces reviennent pour pouvoir débloquer ce bitcoin. Parce que si on commence à bloquer des bitcoins partout, s'il y a une pullulation de sidechains aussi grande que celle d'altcoin, ça va vraiment bloquer beaucoup de bitcoin, sachant en plus que l'émission est régulée par l'algorithme, comme vous le savez tous. Et après, donc, il y a quand même des altcoins qui ont des fonctions précises, comme le Darkcoin. Je pense qu'à terme, il va s'imposer sur le Darknet, parce qu'il apporte vraiment une innovation au niveau de l'anonymat. Le Namecoin apporte le DNS centralisé. Il y a quand même quelques altcoins qui vont avoir des fonctions précises et qui vont donc servir des niches. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a plein d'altcoins qui font surtout un peu de capitalisation, et puis après, elles s'éteignent doucement. Et après, il y a l'interconnexion entre les altcoins qui ont encore un autre point, avec le multi-gateway de Next, avec Supernet, et notamment aussi Ripple et Stellar, qui permettent des échanges entre les différentes monnaies de manière à ce que ce soit direct, qu'on n'ait pas passé par un exchange et que ce soit décentralisé. Et Supernet va encore plus loin en se disant qu'on pourra envoyer n'importe quelle monnaie vers du Supernet et on pourra la retirer sur une carte. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir une interconnexion des altcoins. Donc moi, je pense qu'elles ont un certain avenir, mais qu'il va vraiment falloir qu'elles aient des utilités bien précises et que le Bitcoin ne peut pas remplir. Oui, certainement. Moi, c'est vrai aussi, j'avoue, j'étais sensible, parce que je suis libertarien, à l'aspect des dark-coins. On a vu quand même qu'il y avait une multiplication des dark. Donc, oui, maintenant vous avez le Litecoin Dark, le Dark Bitcoin, Bitcoin Dark, etc. J'ai noté en termes de trading quand même des choses intéressantes. On cherche, quand vous minez par exemple, vous avez pas mal de Bitcoin, vous n'avez pas toujours le temps ou l'envie de repasser en fiat currency. Donc, il est bon de diversifier ou même d'aller chercher un peu de performance sur d'autres altcoins. Le risque est péril, étant donné qu'il y a eu effectivement pas mal de pump and dump, mais le pump and dump en fait est souvent lié à l'absence de liquidité sur une coin. Quand la coin est toute petite, c'est sûr qu'avec quelques centaines de milliers de dollars, vous pouvez manipuler le prix. Oui, notre honorable Aria Gormer a cherché aussi à booster un peu le rendement en achetant des emprunts russes. Non, parce que les emprunts français rendaient moins. Oui, non mais bon après, là, vous n'avez pas de performance sans risque en fait. Je veux dire, c'est un viadage, hein, c'est toujours le ratio risque-rentabilité. Alors Blockcipher, par exemple, donc vous avez sur vos applis, il y a si je ne me trompe pas, il y a Litecoin, Dogecoin. Alors pourquoi Dogecoin? Dogecoin, moi je la trouve funny, personnellement. Ouais, donc Doge, c'est probablement, donc c'est même pas probablement, il y a un gros volume de transactions en fait. Donc l'intérêt de Doge, il est pas du tout technique, il y a très peu d'intérêt technique à Doge. Enfin, il y a une ou deux petites choses. Il y a ce qui s'appelle les algorithmes qui changent la difficulté de minage. Donc Doge a un algorithme spécifique pour changer la difficulté, où la difficulté change à chaque bloc. Et la façon dont c'est fait est un peu plus intéressant.
quelques dynamiques sur le minage. Enfin, ça c'est un peu du détail. Ce qui est intéressant avec Doge, c'est plus l'aspect sociologique, c'est un peu un bon mot, d'utilisation où, en gros, Doge, ça vaut rien. Vous pouvez avoir 1 million de Doge, 10 millions de Doge, ça vaut pas grand chose. Et donc il y a un phénomène qui s'est un peu qui est de plus en plus, c'est que si quelqu'un fait une bonne blague sur un forum, bam, on va lui envoyer 10 000 Doge, ça ne fait pas grand chose. Si quelqu'un fait une bonne réponse à une question, 50 000 Doge. Donc ça, on peut envoyer des Doge par Twitter, par Facebook. Donc il y a un aspect beaucoup moins sérieux comme Bitcoin. Bitcoin c'est trading, c'est spéculation, il y a beaucoup c'est une monnaie beaucoup plus sérieuse, financière. Doge a un aspect un peu plus fun et une utilisation différente qui peut être intéressante et qui, je pense, à sa place. Donc comme Ali disait, je ne pense pas qu'il y aura un futur d'une seule coin. Je pense que le futur sera, étant donné qu'il y a 0 coût à ajouter une coin supplémentaire, je pense qu'il y en aura plusieurs avec plusieurs types d'utilisation différentes et Doge est un cas d'utilisation relativement intéressant. Encore une fois, juste du fait de la façon dont c'est utilisé plutôt techniquement. Oui, bien sûr. Il est à noter quand même également que la communauté en fait, de Dogecoin est assez large et très motivée. C'est vrai que Dogecoin devient un peu la coin du compte Tips, quoi. C'est que, bon, là, ça pour voir avec Dogecoin, c'est aussi pour s'amuser. Et moi, c'est vrai que je prends comme une récréation, en fait. Je sponsorise des pilotes de rallye. Là, il y a eu NASCAR. Il y a 2-3 initiatives sympas comme ça, mais c'est vrai que, bon, on est plus dans l'entertainment. So, as you manufacture script miners, what do you think about the merging between the Litecoin mining and the Dogecoin mining, and how do you consider that when you are working on your R&D research and development side? Yeah, we were cloud miners, so we are not producing the script miners ourselves. Of course, it plays an important role what kind of coins we offer in the market and to our clients. This merge of Litecoin and Dogecoin was of course an important thing for us, so because customers immediately know about it and request that it's implemented. We still at the moment implement different Litecoin and Dogecoin separately, but we mine both and then convert the one and the other. So people that are mining with us at the moment, if they mine Litecoin, they effectively mine Litecoin and Dogecoin. But the Dogecoins are converted to Litecoin, and the user gets more Litecoins, so to speak. And for the Dogecoin, it's the other way around. So if you really want to mine Dogecoin, which is still a popular coin, by the way, we offer 4 different cryptocurrencies as a form of payment, because we see there is a certain liquidity in the market. So we offer a Bitcoin as a payment, Litecoin, Dogecoin, and Darkcoin. Very good, thank you. I guess, je pense qu'on peut aussi remarquer qu'il y a des coins qui se positionnent sur certaines niches. Notamment, je pense à c'est le qui m'a surpris parce que c'est Podcoin, parce que bon, il y a effectivement, c'était évoqué hier dans un panel, il y a 3 États américains qui ont légalisé l'usage récréatif de la marijuana. Et bon, au début, moi j'ai regardé ça, je me dis bon, non, c'est dangereux. Bon, et finalement, il se trouve qu'il y a des ATM, j'ai vu un ATM qui acceptait Podcoin, et j'étais assez surpris en fait du succès de certaines coins qui sont positionnées sur des niches sectorielles. En fait, moi, ma position sur les altcoins et peut-être aussi sur les niches également, en fait. Mais d'abord, je vais revenir sur la technologie. C'est pas parce qu'un altcoin n'apporte pas forcément une innovation spectaculaire qu'il ne pourra pas être utilisé pour du paiement, pour exactement tout ce que fait le Bitcoin, mais tout simplement déporté sur un autre blockchain. Donc, je voulais dire ça. Et dans le cas du Podcoin, du Canacoin, il y en a au moins 5 ou 6. Récemment, il y a eu une espèce de bulle à moitié, justement à cause de la législation, du changement de législation américaine. Il suffit qu'un certain nombre de marchands se mettent d'accord pour utiliser une monnaie pour que de facto elle soit viable. Et donc en fait, pour moi, ce qui définit surtout le succès ou pas d'un altcoin, c'est le fait qu'il soit utilisé ou pas.
Absolument, Simplement. absolument d'accord, et ça fait écho à ce qu'avait dit Antonopoulos il y a quelques mois à Toronto. Il avait expliqué qu'en fait la valeur d'une coin c'était proportionnel à la taille de sa communauté, tout simplement. Et justement, nous, en Zetacoin, on a une communauté qui est persistante, et le coin a 1 an, mais quand on regarde tous les altcoins sur le marché, 1 an ça peut paraître court, mais en termes de crypto, c'est beaucoup. C'est très long. Et on est encore là. Donc, et tant qu'on a la communauté, et tant qu'on a des gens qui vont travailler sur des projets et travailler à plus d'utilisation en fait, de la monnaie, on peut avoir l'espoir qu'il soit vraiment utilisé pour un usage quelconque. Jacques, je vous voyais réagir. Oui, là, je pense qu'on touchait quelque chose d'essentiel. Effectivement, la communauté, sauf qu'en réalité, tout le monde dit qu'il a une communauté. Oui. Quand on fait la vie, voilà, on ne va pas dire j'invente un alcool qui sert à personne. Tout le monde dit j'ai une communauté. Après, quand on essaie de distinguer le Bitcoin de tous les altcoins, c'est simple. D'abord, le Bitcoin est le premier, c'est pas accessoire. Ensuite, il a une communauté infiniment plus large. Et ensuite, les autres sont sa copie. Parce que finalement, le Bitcoin, c'est quoi? Personne ne sait ce que c'est. On fait des phrases. Et les autres, on les appelle des altcoins. C'est-à-dire, en gros, le Bitcoin, on ne sait pas ce que c'est. Et les autres, c'est la même chose. Alors, Il y a une grosse différence qui est rarement mise en œuvre. C'est que toutes les autres altcoins, à ma connaissance, on sait qui les a créés. Alors que le Bitcoin, on ne sait pas. Et ça fait une différence en termes de rapport philosophique à la monnaie. Le Bitcoin est la monnaie de tout le monde, puisque finalement, elle est la monnaie de personne. Ce que j'avais essayé d'écrire en faisant une comparaison peut-être osée, mais que j'ai relu en disant que ça tenait toujours la route avec le trésor de Rackham le Rouge, c'est que ce trésor, il a été volé. Il a été volé par un pirate à un roi, il a été récupéré, il a été approprié, et au fond, il est à celui qui le trouve. Il n'appartient à personne. Les altcoins ont un créateur qui cherche à trouver sa communauté. Alors que la communauté des bitcoiners cherche toujours à trouver son fondateur puisqu'il est toujours anonyme. Là, il y a une différence qui est assez essentielle et qui fait que le bitcoin est incomparable. Après, chacun peut concurrencer, évidemment. Bien sûr, le Bitcoin est unique, et la monnaie originelle, enfin digitale originelle. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie également qu'il y a des monnaies qui ont été développées from scratch, qui ne sont pas toutes dérivées du protocole SHA, notamment Ripple, qui a son utilité. NXT, moi je ne suis pas expert, mais je sais que c'est un protocole différent également, donc ça permet aussi quand même au cas où, par exemple, Bitcoin serait victime d'une attaque, ça vous permet de pouvoir quand même continuer, qu'il y ait d'autres monnaies digitales. Je ne pense pas que ce sera le cas et que, comme vous, une autre monnaie vraiment prendra le dessus et fera disparaître Bitcoin, mais ça quand même, en termes de diversification, c'est toujours intéressant. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ouais, moi je pense un peu le contraire. Je crois pas que Bitcoin soit sur la dernière monnaie. On peut regarder d'un point de vue technologie, justement l'histoire de la technologie. Le premier, en anglais on appelle l'expression classique, c'est the first mover's advantage, qui est le premier à occuper un espace. En général, il est rarement le dernier. On peut regarder donc tout ce qui s'est passé d'un point de vue technologique dans les 50-60 dernières années. C'est à peu près vrai c'était vrai pour les systèmes d'exploitation, les moteurs de recherche sur Internet, les PC. Et les exemples vont encore et encore et encore. Je ne pense pas que Bitcoin soit le dernier mot. Je pense que d'un point de vue technologie, on va avoir beaucoup d'innovation et j'espère que ça va arriver de plus en plus rapidement parce que c'est un peu lent. Et j'espère que la technologie va s'améliorer suffisamment pour donner des motivations autres que simplement avoir plus de valeur et avoir des avantages autres que simplement être la plus grosse pour que les gens commencent à adopter d'autres choses. Et ça m'étonnerait beaucoup que Bitcoin reste la monnaie la plus grosse. Je pense que ça va rester encore pendant un moment, mais je pense aussi qu'on va avoir d'autres monnaies arriver. Certaines, personnellement, je ne pense pas qu'Ethereum aille quelque part, mais je pense que c'est une idée relativement intéressante. Même chose pour Ripple. mais je pense que d'autres idées intéressantes de genre vont se développer de plus en plus, et donc ça m'étonnerait beaucoup que d'ici une dizaine d'années, on se voit toujours beaucoup sur Bitcoin. Je pense que d'ici une dizaine d'années, Bitcoin sera vu un peu comme Netscape. Waouh, ça c'est une déclaration. Paris sur la ligne.
Je voudrais juste ajouter aussi, je pense qu'il y aura une face importante des altcoins qui vont être les altcoins non monétaires en quelque sorte, qui vont être des altcoins de services, comme par exemple, là il y a le projet Vide Nation qui est un peu flou, mais qui comptait réussir à donner une carte d'identité avec une clé privée et une clé publique, et donc réussir à faire des mariages et se doter même d'une ambassade ou de quelque chose comme ça. Donc ça, c'est visé un peu trop gros, je pense, pour le moment. Mais on peut vraiment imaginer un système un altcoin servant à faire des brevets ou un altcoin validant la possession d'un objet. Ou quand vous vendez quelque chose sur le bon coin, vous faites un smart contract qui va permettre qu'une fois que vous avez envoyé la monnaie, la possession, en quelque sorte votre preuve de possession va être confiée à la prochaine personne. Donc ça, si derrière il y a un support, si la législation derrière s'intéresse à mettre en place des systèmes peut-être plus modernes et accompagner des altcoins, pour le coup, je pense que ça peut être intéressant d'avoir vraiment ce système donc, de confiance qui permet, avec la décentralisation, voilà, d'avoir une sûreté très très grande et qui peut être utilisé pour énormément de choses. Et donc il faudrait que l'État s'intéresse au moins aux utilisations de la blockchain, donc qui ferait en quelque sorte des altcoins non monétaires. On pourrait même penser l'alcool de la République française qui servirait à certaines utilisations dans la démocratie de tous les jours. Je pense qu'il faut qu'on sorte aussi du constant affrontement entre le Bitcoin contre les altcoins. Je pense très bien que tout peut coexister et le Bitcoin, enfin, logiquement vu sa philosophie déflationniste, peut très bien convenir pour garder de la valeur, un peu comme une espèce d'or digital, numérique, pardon, anglicisme. Et à côté de ça, on peut très bien avoir tout un ensemble de monnaies viables et utiliser, je veux dire, le market cap mondial est énorme. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est 5 milliards, mais c'est une goutte d'eau dans toute l'économie mondiale. Je veux dire, la place, je pense qu'il y a largement la place pour que plusieurs monnaies existent et surtout trouvent un usage. C'est vraiment l'usage le plus important selon moi. D'accord, merci. Moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est complémentaire, qu'il y a quand même des perspectives en termes d'innovation importantes. Je suis assez fan du counterparty et des color coins qu'on a évoqué un peu avec Unpris. Je pense que le potentiel est hallucinant, ce qui va permettre également de trouver d'autres applications au blockchain, que ce soit des documents administratifs ou tout type d'assets et de transfert de valeur. On va peut-être prendre quelques questions, s'il y en a. Donc moi j'ai un petit commentaire. Tout à l'heure François Popard a dit voilà la valeur d'un altcoin ça va être proportionnel au nombre d'utilisateurs. Oh non, c'est beaucoup mieux que ça. En fait la loi de Metcalfe dit voilà il y a un network effect. Donc la loi de Metcalfe classiquement dit que ce serait proportionnel au carré du nombre d'utilisateurs, n carré. Cette loi a été corrigée par deux chercheurs, Odlichko et Briscoe, ils ont publié un papier dans lequel ils disent que c'est plutôt n log n. Mais toujours est-il que c'est plus que proportionnel. Voilà. Ça nous donne, Globalement, je vais être honnête, j'ai pas vu le livre de la conférence, mais je suis sûr que je suis globalement d'accord avec quasiment tout ce qu'il a dit, vu que je suis tellement un gros partisan des actes joints. Mais il y a quand même quelque chose que j'entends beaucoup dire et que moi qui me choque, c'est qu'on va stocker des documents dans la blockchain, des MP3, des documents administratifs et tout ça. Honnêtement, ça, j'y crois pas. Pour une raison simple et de base, ou alors on accepte que tous les documents soient centralisés dans 2-3 endroits parce qu'aucun particulier ou aucune petite structure n'aura la capacité de stockage de stocker toute la blockchain, donc tous les documents administratifs ou autres, MP3, des vidéos ou je ne sais quoi. À la limite, on stocke un hash d'un document, je veux bien, mais il ne faut pas vouloir stocker tout et n'importe quoi dans la blockchain, sinon on va arriver à des hérésies les plus complètes. Et je pense qu'il y a un gros nettoyage à faire de ce côté-là, quand je vois beaucoup d'actes points qui promettent des terras et des terras de stockage. Mais qui va faire ça? Qui va stocker les terras? Je pense qu'il y a on est dans une grosse série de altcoins qui sortent des promesses sans rien apporter réellement.
il suffit juste d'avoir un wallet qui va se connecter sur IRC, et c'est bon, le point porte la technologie du chat, alors qu'elle porte rien. Il y a beaucoup de points qui font beaucoup de promesses qui ne sont pas réalisables, et j'ai arrêté pour faire des trainings d'acte-point de regarder la technologie et de réfléchir bêtement, parce que je me rends compte que les acte-points sont énormément, beaucoup d'acte-points est porté en défi du bon sens technologique. C'est ma vision. C'est vrai. Ok, la réponse, moi, il y a quand même un aspect faut oublier la liquidité en fait, parce que à partir du moment où le pôle de liquidité est très très réduit, oui, ça vous donne raison, mais c'est pas toujours été le cas. À un moment donné, la market cap de Bitcoin était assez substantielle. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas généraliser non plus. Et sur, ouais, si je peux un peu élaborer. Ce qui est intéressant dans les altcoins en général, c'est l'expérimentation. Et parfois, tu as des expérimentations qui sont stupides, ça arrive toujours, quel que soit le domaine. Et en plus, souvent, l'expérimentation stupide peut amener à une découverte importante. Par exemple, Airbnb, le site Airbnb, comment ils ont commencé avec, ça s'appelle Airbnb, parce que c'était des matelas à air. Et donc le principe du départ, c'était d'avoir des matelas à air que vous pouviez louer, et vous alliez chez quelqu'un et vous pouviez dormir sur son matelas à air. Et donc c'était un principe relativement stupide, mais à un moment il y a quelqu'un qui leur a dit bon, bah, peut-être que vous pourriez insister un peu moins sur le principe des matelas à air, et ça peut être un lit normal, quoi. Et donc maintenant, ils ont redéfini le concept et c'est devenu cette grosse société qui s'appelle Airbnb qui maintenant vaut des milliards. Et je pense que le storage, je suis d'accord avec toi que ça n'a pas trop de sens de stocker beaucoup d'informations sur une blockchain, c'est pas fait pour. En plus, BitTorrent est vraiment bien optimisé pour ce genre de choses. Un hash, ça a beaucoup plus de sens. Et puis qui sait, peut-être qu'on découvrira en passant une façon spéciale de stocker le hash ou un intérêt particulier. C'est toujours difficile de dire a priori. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière peut-être? Merci. J'aurais une question pour Mathieu. Surtout qui vient de dire qu'il ne croit pas à Ethereum. Donc j'aimerais que tu développes un peu. Ok. Ça va être un peu plus long. Je vais essayer de résumer. En fait, donc la façon pour laquelle j'aime bien tout ce qui est altcoin et tout ce genre de développement, c'est encore une fois l'expérimentation. Je ne crois pas à Ethereum dans le sens où je ne crois pas que ça va être un projet qui va vraiment bien marcher, dans le sens où la pilule est un peu grosse. Le projet essaye de redéfinir beaucoup de choses qui étaient définies par Bitcoin. Bitcoin, au début, avait un scope qui était beaucoup plus grand que ce qui maintenant est supporté. Le langage de scripting supportait beaucoup de contrats de n'importe quel type. Vous pouvez faire des additions, des soustractions en utilisant le langage de scripting de Bitcoin. Maintenant, ça a été réduit et il y a seulement 5 types différents de transactions qui sont supportés. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ça, c'est un des trucs pour lesquels Ethereum est relativement pas très bien défini. Les incentives ne sont pas très bien définis non plus, c'est-à-dire que le script, le faire tourner coûte relativement cher, c'est-à-dire que tout le monde doit le faire tourner. En gros, n'importe qui, la conséquence de ça, c'est que n'importe qui doit à la fois miner et valider, ce qui a certains phénomènes qui sont un peu contraires de ce qu'ils essayaient de faire avec Ethereum au début. Leur proof of work, proof of stake n'est pas bien défini non plus. Le protocole a encore des coûts. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont encore à apporter. Ces deux solutions, en gros, un truc comme Bitcoin, c'est complexe. Et après, il faut que ça supporte l'épreuve du feu. C'est un problème de sécurité. Et plus la surface d'attaque est élevée, plus ça va être difficile à sécuriser. Et Ethereum, la surface d'attaque est vraiment élevée. C'est une opinion. Ok, merci. Bon, une dernière question, et puis on ne va pas pouvoir se déborder sur le programme, parce que je vois Stewart qui me regarde avec de gros yeux. Je voulais juste rebondir sur le sujet, effectivement, par rapport à Bitcoin qui permettait de faire beaucoup de choses au début qui étaient restreints. Donc touche à tout, touche à rien, ils se sont spécialisés plutôt sur quelques
fonctionnalités, mais il ne permettait pas de tout faire, donc les gens se sont spécialisés sur ce qui se faisait le plus. Maintenant, par rapport à Ethereum, dont ils se veulent Turing complet, permettrait en gros vraiment de faire ce que l'utilisateur voudrait faire. Et je me demande s'il ne serait pas utilisable justement dans des cas de figure aujourd'hui où on se retrouve avec énormément d'altcoins qui ont leur utilité ou non. Est-ce qu'il ne serait pas possible effectivement, par exemple, pour éradiquer le problème justement des grosses poules de minage, s'il n'était pas possible de développer par exemple une peer-to-pool directement sur le protocole Ethereum, de façon à ce que ça soit ouvert, tout le monde voit comment ça fonctionne, tout le monde sait comment ça fonctionne, et de façon à ce que même si la poule dépasse les 51%, ça ne pose plus de problème à personne. Donc, ce serait probablement possible. C'est pas ma remarque n'était pas de dire que Ethereum n'est pas intéressant et que la généralisation du langage de script n'est pas intéressante. Je pense que c'est intéressant. Ma remarque, c'est surtout de dire que je ne pense pas que ce soit sécurisable en ce moment, en tout cas. Pas avec ce que j'ai vu de ce que Ethereum a réalisé jusqu'ici. Je vois pas, quand je lis le white paper de Vitalik Buterin, et aussi quand j'en ai rencontré quelques-uns d'entre eux, quand je vois les derniers développements qu'ils ont fait, bon, ils continuent à changer des choses vraiment régulièrement, des choses vraiment centrales, et donc ça m'étonnerait beaucoup qu'ils arrivent à quelque chose qui puisse être distribué de façon plus large, dans plusieurs années même. Mais l'intérêt est là, je suis d'accord, hein, je suis d'accord que... Justement, comme l'exemple d'Airbnb, ils veulent faire beaucoup de choses effectivement qui va être difficiles à sécuriser. D'ailleurs, c'est un écueil sur lequel ils bossent depuis le début, depuis le white paper. Mais justement, ils pourraient effectivement se spécialiser, s'orienter plus sur de l'applicatif ouvert et distribué. Non, tout à fait, si simplifie. Après, ce que je disais, c'était plutôt lié à Ethereum aujourd'hui. Après, Ethereum dans 2 ans, je ne sais pas quoi ça ressemblera. Ok, merci beaucoup pour votre participation et votre attention. Je vais introduire la prochaine session. Nous avons la chance d'avoir un expert des dérivés et options, un ancien banquier qui s'appelle un business. Merci. Tu vas avoir quelques emails de... Bon.